documentaire que vous allez regarder est un condensé d'une visite guidée du dolmen de la Roche-aux-Fées. Et si vous le désirez, vous pourrez télécharger ou acheter le livre complet sur ce dolmen unique en France. J'en profite encore pour remercier l'Office du tourisme de la Roche-aux-Fées qui m'a permis de réaliser ce reportage et de vous le partager. Donc le monument qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le monument de la Roche-aux-Fées. C'est un monument mégalithique qui est très important, qui est un des plus grands du pays. Et donc ce monument mégalithique, il fait partie de tout un ensemble de monuments qui ont été construits en Bretagne et dans d'autres endroits du pays, voire même du monde. Donc du coup, ce qui est particulier avec ces monuments-là, c'est que ce sont des monuments qui ont été construits pendant une période qui n'est pas si connue de notre humanité, on va dire, c'est la période de la préhistoire. Et donc la période de la préhistoire, c'est une période qui est extrêmement longue, bien sûr, et qui commence à l'arrivée des hommes sur un territoire. Donc ici, pour la Bretagne, la Roche-aux-Fées, on va dire que les hommes, ils arrivent à peu près il y a 600 000 ans, moins 600 000. Et donc quand ils arrivent ici, ils vont donc s'installer et profiter du territoire. On le tranche comme ça, c'est-à-dire la première partie, l'Homo erectus, ensuite on passe à l'homme de Néandertal, qui est ici, qui lui est un homme plus costaud, on va dire. Donc lui c'est vraiment un chasseur-cueilleur qui va pouvoir se déplacer sur de grandes distances et chasser des gros animaux notamment, et avoir un habitat qu'on a souvent un petit peu en tête, qui est l'habitat lié à la caverne, à la grotte. Alors évidemment, ils ne vivent pas dans la grotte, ils vivent plutôt en amont et ils se servent de la paroi pour mettre leur campement. D'accord ? Donc ça, c'est l'homme de Néandertal. Et à la toute fin de la période, on a l'Homo sapiens qui vient s'installer ici en Bretagne à la fin du Paléolithique. Et donc il ressemble à ça. Donc cet homme-là, c'est un homme qui est vraiment exactement comme nous, puisque biologiquement, nous sommes tous des sapiens. Donc voilà le début, en tout cas en Bretagne, de l'apparition de cette espèce humaine. Donc pareil, comme Néandertal et comme Erectus, ils vivent en groupe. Ceux-ci sont chasseurs-cueilleurs également. Ils peuvent se déplacer sur une grande distance avec leur groupe. Et donc vous avez ici une image d'un chasseur qui utilise la sagaie et le propulseur pour tuer un renne. Pourquoi il tue un renne? C'est une représentation un peu particulière pour la Bretagne, parce qu'ici on est en fin de période glaciaire en fait. Donc pour l'instant, l'homme il vit dans un environnement extrêmement froid, avec une terre relativement froide également, voire gelée. Donc on a peu de végétation et évidemment peu d'animaux également. Donc on chasse beaucoup le renne et on utilise tout ce qu'on peut de cet animal ou des animaux en général. Donc on a les vêtements, on a les habitations et j'en passe. En sachant que depuis le début du Paléolithique, on a déjà le feu. C'est une invention qui accourt sur toute cette... c'est même un outil qui accourt sur toute cette longueur-là déjà. D'accord ? Et donc ça, c'est la toute fin du Paléolithique. Donc c'est une petite introduction à la préhistoire, puisque nous, on va parler évidemment du monument de la Roche-aux-Fées, mais c'est un petit peu un point important d'être capable de remettre un peu les choses dans la timeline, dans le temps. Après le Paléolithique, on a une toute petite période qui s'appelle le Mésolithique, qui n'est pas très longue, qui dure 5000 ans. Et cette période-là, c'est justement une période de réchauffement climatique naturel où on va faire pousser, où les forêts vont pousser puisque la glace et le froid disparaissent. Donc on commence à voir le paysage qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, des forêts, des sous-bois, des choses comme ça. Donc évidemment l'homme, c'est très intéressant pour lui, puisqu'il a plus de chaleur, plus de nourriture et de fait il peut vivre plus longtemps et plus se reproduire, avoir moins de morts infantiles également. Donc on sait qu'on va avoir des groupes de population qui vont commencer à grandir et qui vont atteindre un moment d'évolution très important à la toute dernière période qui s'appelle le Néolithique. Et le Néolithique, ça veut dire la pierre nouvelle. Et on a un grand changement à cette période-là qui nous influe toujours aujourd'hui, c'est une vraie révolution. C'est le passage de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur. Voilà. On passe de la prédation, c'est-à-dire prélever dans la nature, à la production, c'est-à-dire élever et produire l'alimentation.
Et donc ça c'est la grande partie, la partie plus importante du néolithique. Et donc ici à La Rochauffée, on sait qu'on avait sans doute, selon les scientifiques et selon voilà, les dernières recherches, on devait avoir ici un groupe de personnes peut-être d'environ 1000 personnes. Parce que c'est vrai, et c'est vraiment énorme puisqu'on estime qu'on est à peu près à 3 personnes au kilomètre carré pendant la même période en Armorique, donc la Bretagne au sens très pur et des choses comme ça. Donc, et tout ça est rendu possible au néolithique puisqu'on a la pierre nouvelle, et cette pierre nouvelle, elle ressemble à ça. Cette pierre nouvelle, c'est la pierre polie. Donc ici, c'est une pierre qui est très dure en dolérite. Et en fait, on prend une autre pierre, et on frotte ici avec de l'eau, ce qui nous permet de lisser vraiment la pierre et d'avoir une pierre extrêmement polie avec un tranchant ici. Alors évidemment, le tranchant ne coupe pas, entre guillemets. Voilà. Il va pouvoir être emmanché par la suite pour fabriquer des haches. Ces haches polies sont vraiment un des outils les plus importants de la période néolithique, puisqu'elles vont permettre à l'homme de défricher, de couper les arbres, de défricher et de pouvoir faire des champs, construire des maisons et j'en passe. Donc on a vraiment l'homme qui vit sur le territoire et qui utilise les ressources qui sont présentes sur son territoire pour pouvoir se nourrir. Et donc c'est cet homme-là, cet homme de la fin du néolithique, qui va construire le monument de La Rochauffée. Voilà. Il va le construire. C'est quelque chose d'autant plus intéressant que cet homme va faire tout ça en groupe, d'accord? Donc on sait qu'il y a déjà une vraie réflexion, une vraie relation entre les membres du groupe et également un vrai langage. Voilà, il y a vraiment un langage, les signes, les mots, les cris même, qui vont permettre à tout le monde de pouvoir travailler ensemble et de s'unir, entre guillemets, pour monter le monument, puisque ce monument a demandé un énorme travail. D'autant plus que ici on est en bas, en fait, on est en contrebas du monument, il faut monter encore un petit peu pour atteindre une partie haute en fait pour le monument. Mais les pierres que vous voyez ici, c'est du schiste pourpre. Et ce schiste pourpre, il ne vient pas des alentours immédiats. Ils ont été chercher chaque pierre à 3,5 km d'ici, dans la forêt du Teil de Bretagne. Voilà. Donc chaque pierre a été d'abord cassée, enfin extraite on va dire, extraite, transportée et montée. Voilà, sur un temps qu'il est difficile de calculer quand on ne connaît pas l'agencement du chantier. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter près du monument pour observer les pierres de manière un peu plus détaillée. D'accord, merci. Ok. Alors, donc ici on est devant le monument de La Rochauffée. Ce qu'il faut déjà faire avant même voilà, d'expliquer comment ça s'est agencé, comment on fait, tout ça, c'est de bien regarder les proportions et de bien regarder les pierres. Si on regarde bien les pierres, notamment les pierres qui sont en bas, qui sont debout en fait, qui forment la base du monument, on peut voir que ces pierres, elles ont à peu près la même taille, à peu près la même forme. Voilà, il y a quelque chose d'assez, comment dire, organisé dans ce système-là. Donc toutes les pierres sont à peu près de la même taille, à peu près taillées pareil, même hauteur. Et si on regarde vers le fond du monument, donc vers cette partie-là, on voit bien que les pierres elles sont quasiment jointives en fait. Donc c'est très intéressant, ça nous indique que chaque pierre a non seulement été extraite, mais il fallait une forme particulière. Et c'est cette forme particulière qui a été sélectionnée pour pouvoir ensuite être ramenée jusqu'ici. Et si on regarde les pierres du haut sont beaucoup plus grosses. Elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus larges, elles n'ont pas du tout la même fonction que les autres pierres. Les autres pierres les grosses pierres pardon, sont vraiment là pour couvrir. Voilà, vraiment autre chose. Donc comment on fait pour extraire des pierres? Voilà, c'est les grandes questions. Donc ici, comme je vous le disais, ces pierres, elles viennent de 3,5 km d'ici, dans la forêt du Teil de Bretagne. Et elles viennent d'un affleurement rocheux, une grosse pierre. Et donc comment on peut faire pour casser ces pierres-là? Alors ce schiste pourpre, il a un petit peu la particularité d'avoir des fissures naturelles. D'accord? Et c'est ces fissures naturelles qu'on va pouvoir exploiter pour casser les pierres. Alors, avec quel outil on peut faire ça? Vous avez d'abord celui-ci. En gros, c'est une sorte de piolet en bois de serre qui va déjà nous servir à casser un petit peu la fente et à pouvoir l'élargir légèrement.
Ensuite, vous avez tout un système avec des coins. Voilà. Donc ça, c'est un coin en bois qu'on va mettre comme ceci. On peut utiliser de l'eau, puisque le bois avec l'eau va gonfler et va écarter légèrement la pierre. On peut également utiliser un coin en pierre et là, du coup, y aller à la masse, hein, pour vraiment l'effet, pour pouvoir vraiment écarter la pierre. Il y a un autre système aussi qui peut être utilisé, c'est le feu. Alors, on peut par exemple faire du feu directement dans la brèche. En fait. Évidemment, ça n'a pas un effet, c'est un effet de dilatation bien sûr, mais c'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait croire, ou c'est pas non plus de la dynamite, quoi. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a cassé nos pierres, qu'on en a choisi la forme, il faut maintenant pouvoir les transporter. Alors en général, le transport c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu, mais en fait il y a plein de transports différents. Donc les plus connus, ce sont ces transports là. Donc comment on peut faire pour faire un trou? Il nous faut encore des outils. Donc à ce moment-là, on peut utiliser ce type d'outil. Alors il faut l'imaginer beaucoup plus grande, parce que là je l'ai scié, sinon elle ne rentrait pas dans mon tiroir. Donc imaginez une épaule, là c'est une épaule de bœuf en fait. Donc avec ici donc le trou, et avec ici une encoche qui permet de mettre un levier, de mettre un bâton dans cette omoplate en fait. Et donc à partir de là vous avez une pelle. Donc ça c'est comment on peut mettre une pierre debout. Après ça c'est pour les systèmes où il y a des petits, entre guillemets des petites pierres. Quand vous avez des grands systèmes, vous pouvez utiliser celui-ci pour les grandes pierres. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui des fois l'image est un peu plus connue, c'est d'avoir des pierres avec des cordes ici et reliées à ce qu'on appelle une chèvre ou un chevalet qui permet de relever la pierre beaucoup plus facilement avec un petit peu moins d'homme. Voilà. Et donc tout ça c'est bien fait avec de la corde, hein. C'est pas, même si ça sont des reproductions, tout ça est bien fait avec de la corde. Alors comment on peut faire de la corde à cette période-là? On n'utilise pas de choses animales mais plutôt végétales. On va utiliser ici ce qu'on appelle du libère. Le libère c'est, ici c'est la sous-écorce du tilleul. Donc vous avez une corde ici, vous voyez qui est assez souple, et donc qui n'est faite que de tressage de ce libère, qui est donc la sous-écorce du tilleul, c'est-à-dire une partie filandreuse qu'on va mettre, qu'on va nettoyer, qu'on va faire sécher avant de pouvoir tresser. Voilà. Et donc cette corde peut servir donc à transporter et à monter les pieds. Donc voilà comment on a déjà fait une partie du travail sur ce monument. L'autre partie du travail, c'est de pouvoir monter les pierres sur le dessus. Sachant que les pierres ici sont... toutes les pierres du dessus sont très lourdes, beaucoup plus lourdes. Et la pierre la plus lourde se trouve sur le dessus. Celle qui forme un peu une sorte de triangle presque au milieu du monument. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va essayer de remblayer en faisant des pentes. C'est sans doute ce qui s'est passé ici. Des pentes et ensuite voilà, monter avec le système de transport qu'on a vu tout à l'heure les pierres sur le dessus, avec à l'intérieur évidemment de la terre aussi. Donc une fois qu'on a monté nos pierres sur le dessus, ça va nous permettre de bien choisir comment on va les poser. Donc par exemple, si on regarde bien, certaines pierres semblent un petit peu vraiment à arête en fait. On voit bien que la pierre elle est posée dessus. Donc on se pose la question de savoir si éventuellement les hommes auraient pu légèrement araser les pierres pour pouvoir avoir une base un peu plus solide. Ça c'est une question qui se pose mais qui n'est pas encore tout à fait très tranchée. Donc voilà comment on peut monter en partie ce monument. D'accord ? Maintenant que j'ai expliqué comment on peut monter, faire le monument, on voit que le monument il a une typologie particulière. On voit bien qu'il y a une partie ici derrière moi qui est légèrement plus basse. Vous avez d'abord le portique d'entrée, voilà. Ensuite, qu'on ira voir après. Ensuite, vous avez l'antichambre qui est plus basse que le reste du monument. Donc si on fait plus bas alors qu'on sait faire plus haut, c'est qu'il y a une volonté derrière tout ça. D'accord ? Et donc ce monument qui est
très grand, qui est très imposant, qui est fait en pierre, qui est sur un espace bien défini, qui a été choisi, dont les pierres ont également été choisies. À quoi il peut servir? Après tout ce que je viens de dire, ce qu'on comprend, c'est que c'est quelque chose d'assez hors du commun, dans le sens hors du quotidien. C'est pas quelque chose qu'on construit tous les jours et c'est pas quelque chose qu'on pense non plus tous les jours, puisque dans la vie de tous les jours, on utilise du bois, on utilise du bois, des végétaux, des matières animales, mais pas spécialement de la pierre. Surtout une pierre qui vient de loin. Donc ici, l'idée c'est d'avoir un monument très important, très imposant, qui soit une tombe, qui serve de tombe. Donc ici, le monument de la Rochauffée, c'est une tombe. Alors, en termes de typologie de tombes, on en a plusieurs. On peut avoir des tombes qu'on appelle fermées, c'est-à-dire clôturées, où personne ne rentre. Des tombes ouvertes qui étaient munies d'une sorte de porte en fait, et qu'on peut utiliser pendant plusieurs années. Et les tombes peuvent être à la fois soit seules, pour une seule personne, soit pour plusieurs personnes et collectifs. Donc ici sur le site de la Rochauffée, la tombe était une tombe ouverte collective. Si on avait le monument comme ça, il y aurait quand même beaucoup d'aération, pas très compliqué. Donc ici, imaginez-vous qu'il y avait donc une couverture par-dessus, couverture au-dessus du monument. Là, vous ne voyez que le squelette, que le noyau en fait interne de ce monument. Avant, il y avait donc toute une couverture sur le dessus qui a pour terme générique tumulus. Voilà, donc c'est un tumulus, donc voilà une couverture, quand le monument a sa couverture. Et quand cette couverture est majoritairement en bois ou en terre, pardon, ça s'appelle un tertre. Et quand c'est majoritairement en plutôt soit pierre sèche, soit pierre avec de la terre, un alliage, ça s'appelle un cairn. Et donc ici à la Rochauffée, on avait donc bien sûr une couverture. Bien sûr, le monument était couvert. Et on pense qu'ici la couverture c'était un cairn. Voilà. Donc si vous voyez les petits poteaux en bois derrière moi, il faut imaginer qu'on a essayé de représenter l'emprise du monument avec sa couverture, avec son cairn. Donc le cairn devait quand même partir à peu près des petits poteaux en bois qu'on voit à la base du monument, enfin un petit peu plus loin, et donc remonter jusqu'en haut du monument et au-dessus des pierres. Voilà. Donc une fois qu'on a ce monument, comme c'est aussi vraiment très grand, très imposant, il faut imaginer qu'il y avait quasiment pas, il n'y avait pas d'arbre en fait, c'est un autre espace. Voilà. Donc en général il n'y a pas d'arbre autour du tumulus, ça vient plus tard en fait. Donc si on prend une image, voilà, quelque chose une représentation, voilà, par exemple une sorte de procession jusqu'au dolmen, enfin jusqu'au tumulus du coup, même au cairn, voilà, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Et donc la tombe a été utilisée pendant très longtemps. Voilà. C'est une tombe qui a été utilisée sur de nombreuses années et jusqu'à un moment où, comme dans beaucoup de cas, elle n'a plus beaucoup, voire plus du tout été utilisée au fil du temps. En sachant que la chambre, donc ce qu'on appelle la chambre, la dernière partie, on déposait donc des personnes importantes, mais comme c'était sur un temps long, il est fort probable qu'on ait eu des moments où la tombe soit devenue peut-être un ossuaire. Voilà, on a rangé les corps à l'intérieur en fonction du temps, en fonction des corps, en fonction de comment les gens voyaient les choses. Donc voilà, maintenant ce que je propose c'est qu'on aille devant le portique pour aller un petit peu voilà, voir cette dernière partie du monument, voilà, sur le monument de la Rochauffée. Voilà. Voilà, donc ici on est devant donc, le portique, alors qui est un peu la partie vraiment impressionnante de ce monument, puisque le portique a une forme très particulière, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement quadrangulaire, elle est très belle, très régulière. Alors sur ce point-là, j'ai pas de réponse vraiment définitive à donner, puisqu'en fait on n'a pas vraiment de preuves ni d'indices de comment ça a été fait. Je ne sais pas si ça a été taillé dans le roc, puisqu'on a réussi à tailler ça comme ça dans le roc en cassant la pierre, ou si on a réussi à le faire en la taillant après.
J'ai aucune idée, donc du coup je ne sais pas, mais ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est un monument avec une belle entrée, et donc cette belle entrée était sans doute les seules pierres visibles du monument, puisque le reste n'est que le noyau. Et une fois qu'on a cette belle entrée, on va pouvoir mettre la terre sur le reste. Et donc on a ces 3 pierres vraiment qui marquent l'entrée, qui sont très très belles en fait. Donc ça c'est vraiment pour le portique. Et si on regarde à l'intérieur du monument, on voit bien cette partie plus basse qui marque un passage en fait. Et ensuite vous avez 2 pierres qu'on ne voit pas vraiment à l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, on voit bien qu'il y a 2 pierres qui sont placées comme ça, au lieu d'être comme ça finalement. Elles sont placées comme ça, et du coup on est obligé de passer à l'intérieur sur un espace plus resserré. Vous voyez, on est encore peut-être dans une façon de marquer le passage en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de monument, donc imaginez avec le cairn et tout ça, c'est qu'on a une particularité, le monument est orienté. C'est-à-dire que tous les ans, au solstice d'hiver, le monument, le soleil plutôt, se lève par ici, et donc la lumière du soleil, une fois que le soleil rentre à l'intérieur du monument, il faut imaginer que peut-être à l'époque il y avait surtout une porte et qu'on devait avoir peut-être un halo de lumière, mais à ce moment-là précis de l'année. Alors l'orientation des monuments, notamment des monuments mégalithiques, elle peut se faire sur plusieurs points, il n'y a pas vraiment de règle. Soit en fait vous avez un monument qui est orienté, et à ce moment-là il peut être orienté sur le solstice d'hiver, sur le solstice d'été ou sur une équinoxe, ça c'est probable, ça c'est vu, mais vous avez aussi beaucoup d'autres monuments qui ne sont pas du tout orientés. Il n'y a vraiment pas il n'y a aucune orientation, voilà, ils sont juste faits comme ça. Donc il ne faut pas oublier non plus le nombre par rapport à ceux qui sont orientés par exemple. Donc effectivement celui-ci est orienté, par contre ce que ça veut dire, ça, je ne le sais pas parce que j'étais pas là en fait, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, je l'observe, voilà, c'est quelque chose qu'on peut encore observer aujourd'hui quand il fait vraiment très très beau et très sec, voilà, donc ça peut encore s'observer, mais on a du mal à observer ça tous les ans, donc on peut le voir encore, mais on en a perdu la symbolique, en tout cas aujourd'hui on n'est pas capable de savoir ce que ça voulait dire vraiment, mais on le voit, ça c'est sûr. Donc voilà, imaginez ce grand monument comme ça, qui au fur et à mesure du temps a été plus ou moins abandonné en fait. Les générations passent, les gens arrivent, partent, voilà. Et donc il a perdu son cairn au fur et à mesure. C'est sans doute de l'érosion, peut-être du réemploi aussi, c'est-à-dire récupérer les pierres et autres pour faire autre chose. Voilà, ça arrive souvent. Et donc ne reste que ces gros morceaux de pierre entre guillemets. Donc ces pierres elles sont trop grosses pour être transportées vraiment. Puis bon, vous pouvez pas faire grand chose avec non plus, en fait, elles sont tellement énormes que voilà. Donc les hommes qui ont vécu ici ont toujours vu le monument comme ça. Tout le temps. Il n'y avait pas eu vraiment de découverte au final, puisque le monument a toujours été là. Donc les gens quand ils vivaient ici, ils voyaient le monument, voilà, au milieu de nulle part hein, techniquement. Et donc à ce moment-là, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Voilà. Et donc comme la connaissance des sciences et tout ça, c'est quand même assez récent par rapport à la préhistoire, eux n'avaient pas forcément les réponses qu'on a aujourd'hui. Et encore, nous, on a encore des lacunes, bien sûr. Donc, à ce moment-là, en général, c'est le fantastique qui vient s'ajouter, en fait, qui vient donner une réponse. Et donc, dans ce cas-là, même le monument de La Roche-aux-Fées trouve son origine, finalement. Voilà. Donc sans doute liées à toutes ces légendes-là. Et donc on a des légendes qui sont liées à ce monument-là. Donc que c'est les fées qui les ont construites, qui ont construit le monument pendant une nuit parce qu'elles étaient vexées que les hommes ne croient pas en elles. Et qu'au bout d'un moment, du coup c'était un endroit un peu maudit, voilà. Donc il y a une fée apparemment qui aurait dit non. Moi, je veux jouer avec les hommes aussi, voilà, on peut tous vivre ici, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Donc elle a décidé de changer le sort et de faire un jeu. Voilà. Donc le jeu, c'est de venir avec son partenaire et de se mettre chacun d'un côté du monument. Voilà.
il faut compter toutes les pierres. En fait, vous finissez par vous creuser derrière, comptez toutes les pierres, et une fois que vous avez compté les pierres, donc le haut, enfin toutes, si vous avez le même nombre de pierres, le mariage sera heureux. Si vous n'avez pas le même nombre de pierres, vous avez 2 pierres d'écart, ça passe. Mais si vous avez plus de 4 pierres d'écart, vaut mieux éviter le mariage. C'est mieux. Et donc, toutes ces légendes-là, et puis même le monument lui-même, est tellement marqueur pour le territoire que vous avez encore aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent se faire leur photo de mariage ou voilà, des choses comme ça, ici en fait, qui viennent ici pour ça, parce que le lieu est joli aussi, mais voilà, il y a toujours ce côté des légendes autour des mariés ou des amoureux. Donc, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez répondu à beaucoup de mes questions, mais le coup des pierres, moi je l'ai déjà fait tout seul. Oui. Et j'ai compté 2 fois, effectivement, j'ai jamais trouvé le même nombre. C'est parce que on dit que les fées, elles vous embrouillent l'esprit, même si vous êtes tout seul au final. Parce qu'on vous va tout seul, c'est bon quoi. Elles jouent autant avec la roche qu'avec les hommes qui viennent autour en fait. C'est un peu ça le principe. Et au niveau légende, c'est ce que j'avais entendu, le coup de compter les pierres, et puis les mariés. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour se ressourcer? Parce que j'en vois beaucoup depuis tout à l'heure, ils passent, ils prennent leurs photos, ils s'en vont. Ça dépend, oui, il y en a qui viennent. Qui se posent et... Oui, ça m'arrive d'en voir. Après, je suis pas tout le temps là, donc bien sûr. Je sais pas toujours ce qui se passe. Mais oui, j'ai déjà vu des gens qui sont venus me parler de ça, ouais, effectivement. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous avez des horaires à donner pour venir, des visites, des informations? Le site est en accès libre et gratuit. Voilà. La partie maison d'accueil en fait autour du monument, elle est ouverte 6 mois de l'année, c'est-à-dire on ouvre du 1er avril jusqu'aux journées du patrimoine en général, donc autour du 20 septembre. Voilà. Et donc une fois que cette partie est faite, on ferme le reste de l'année. Voilà. Et pendant cette partie d'avril à septembre, au tout début c'est ouvert toutes les vacances scolaires et tous les week-ends. Voilà, c'est juste pas ouvert la semaine, mais toutes les vacances scolaires et tous les week-ends. Et à partir des vacances, des grandes vacances, on va dire, là c'est ouvert tous les jours de 11h à 18h, du mercredi au dimanche. Mais que le lundi, mardi où c'est pas ouvert, sur les grandes vacances. Et on peut vous suivre aussi sur Facebook. Voilà, effectivement on a les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. D'accord. Roche-au-Fée Tourisme. Ouais. Merci Justine. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.